Salut! Ici Laurence de Parler pour comprendre, le podcast qui vulgarise les concepts clés du féminisme. Donc, grand retour pour moi aujourd'hui après quelques mois d'absence. Je n'ai malheureusement pas eu beaucoup de temps dans les derniers mois, mais j'espère vraiment recommencer à publier plus régulièrement. Une bonne amie à moi, Ilsa Coury, va maintenant se joindre au podcast. Elle va animer avec moi les prochains épisodes, à voir combien. Elle est étudiante en sciences politiques à l'Université Concordia et poursuit une mineure en études féministes. Vous pouvez voir l'intérêt pour le podcast. Donc, je peux vous le dire, on vous prépare de belles entrevues. Aujourd'hui, on se lance dans un grand sujet qui peut s'avérer assez complexe, mais qui me semble primordial pour la suite des épisodes. L'objectif de l'épisode va vraiment décortiquer les sources d'inégalités selon les différentes théories féministes et d'essayer de comprendre d'où vient le sexisme, d'où viennent les inégalités sociales. Nous avons eu la chance de discuter avec Mme Francine Descaries, professeure du département de sociologie de l'UQAM et l'une des fondatrices de l'Institut de recherche et d'études féministes. Mme Descaries a mis sur pied le premier cours de sociologie de la condition féminine dispensé à l'Université de Montréal en 1978. Elle a fait œuvre de pionnière en faisant paraître en 1988 le mouvement des femmes et ses courants de pensée, Essais de typologie, un ouvrage qui reste une référence incontournable pour l'enseignement et la recherche féministe universitaire. Elle a aussi gagné plusieurs prix au cours de sa carrière, tels que le prix Marie-André Bertrand en 2019 pour ses recherches qui ont mené à des innovations sociales. Donc, sans plus tarder, j'espère que l'épisode vous plaira. Bonne écoute! Donc, bonjour Madame Descaries, bonjour Ilsa, j'espère que ça va bien. Bonjour. Bonjour, ça va très bien. Un grand merci d'être là, vous deux, aujourd'hui. Les théories féministes peuvent être un sujet assez complexe et difficile à décortiquer. Donc, je sais qu'aujourd'hui, je vais énormément apprendre. Donc, merci beaucoup. Avant tout, Madame Descaries, voudriez-vous nous parler un peu de votre parcours et qu'est-ce qui vous a motivé à vous investir dans la recherche féministe? Mon engagement féministe ou dans la recherche féministe, je dirais, relève d'une progression assez lente, mais constante. Ma trajectoire au niveau du féminisme, je te dirais, apporte la marque de son inscription dans une mouvance générationnelle et socio-politique bien particulière. Mais aussi, faut-il le noter dans mon cas, d'un retour aux études à l'âge de 27 ans, au moment où seront créés les cégeps. C'est bien évident qu'à 27 ans, je ne serais pas retournée aux études dans un couvent de bonnes sœurs ou dans une institution de ce genre-là, mais l'ouverture des cégeps et la démocratisation de l'enseignement qui l'accompagne m'ont permis à moi, en tant que jeune mère de famille de 2 enfants, de revenir aux études et d'y trouver, je dois avouer, sauf pour quelques orienteurs qui doutaient qu'une femme de mon âge pouvait s'intéresser aux mathématiques. J'avais 27 ans, je vous ferai remarquer, une femme de mon âge, mais qui considérait dans le fond que je devrais m'inscrire dans un programme sans mathématiques. Je dirais que j'ai reçu un très bon accueil au cégep et que c'est là que progressivement, je vous dirais que sans m'apercevoir, j'ai commencé à travailler sur les femmes parce que je prenais conscience que, d'une part, on n'est pas tellement nombreuses au cégep en tant que femmes, si tu veux, dans certaines filières. D'autre part, parce que j'avais toujours personnellement cru en mon potentiel, mais pour des raisons personnelles, je n'avais pas eu la possibilité de réaliser ce potentiel-là. Et ce qui est très courant des femmes de mon époque, effectivement, c'est que oui, on était arrivé à une époque déjà de l'évolution du mouvement des femmes où quelques-unes, ou peut-être un certain nombre d'entre nous, pouvaient se penser en d'autres termes qu'en termes familiales. Mais peu avaient les moyens de le faire. Et donc, je suis dans une espèce de génération charnière où certaines privilégiées avaient accédé aux études avancées, mais les autres non. Et dans ce cadre-là, évidemment, c'était pas nécessairement, si tu veux, la norme de penser en termes de carrière. Et donc, pour moi, le cégep m'a ouvert des portes. Et en fait, je suis arrivée au cégep parce que je me suis aperçue, après une carrière de 7 ou 8 ans dans le marché du travail, que je ne pourrais pas vivre sur une seule dimension de ma vie, si tu veux. Alors, c'est ce qui m'a amenée au cégep et ce qui m'a amenée à travailler
sur des questions femmes, mais dès l'époque d'ailleurs, bien liée à l'inégale disparition des ressources, mais aussi l'inégal accès des femmes au marché du travail et aux possibilités de se réaliser en dehors des créneaux traditionnels. Alors, c'est un peu comme ça que, progressivement, j'ai pris conscience, je vais dire, de toute l'absurdité de la condition des femmes et que, sans me nommer nécessairement féministe immédiatement, j'ai rapidement décidé que ce serait là que je m'investirais et que ce serait dans ces domaines-là que j'aimerais le faire. Il faut dire que ça coïncide aussi avec la commission Byrd, qui, en 1970, c'est probablement un des événements majeurs là, dans l'évolution du féminisme au Québec. La commission Byrd, elle nous a permis de prendre conscience de l'ampleur des inégalités qui frappaient les hommes et les femmes, mais aussi de prendre conscience de toute la représentation tronquée des femmes, tu sais, comme si les femmes n'avaient pas existé ou comme si les femmes n'étaient pas là, tant et aussi longtemps qu'elles n'étaient pas des mères ou des ménagères ou des sœurs ou des épouses. Alors, dans ce contexte-là, je pense que mes années de formation, que ce soit à l'université ou au cégep, m'ont amené à prendre conscience. Et donc, c'est parce que j'ai constaté tout au cours de mes études la pauvreté du matériel pédagogique, le peu de données ou de livres ou de sources me permettant de connaître l'histoire des femmes, mais pas tellement l'histoire des femmes comme telle, mais la place des femmes dans nos sociétés, que là, j'ai décidé que je ferais du féministe, la perspective féministe, dans le jeu de ma carrière. C'est très intéressant et vous parlez à quel point la théorie vous a aidé à comprendre la condition féminine et vous parlez aussi de féminisme radical. Et est-ce que, selon vous, il y a certaines théories féministes que vous considérez comme plus pertinentes aujourd'hui ou à ce jour? C'est une question très intéressante. D'abord, peut-être qu'il faut définir ce qu'on pense par théorie. Okay? Une théorie, pour moi, c'est une espèce de lunette qu'on se donne pour comprendre le pourquoi et le comment des choses. Autrement, on pourrait dire que la théorie, c'est quelque chose qui nous amène à l'impensé, les points aveugles d'une discipline ou d'une interprétation, mais aussi, la théorie, elle nous offre des modèles d'interprétation. Quand je dis ce sont des lunettes, elle nous offre un espace pour réfléchir les choses en dehors du sens commun. Moi, je dirais que le premier rapport théorique des féministes, justement de ce point de vue-là, ça a été de démontrer l'androcentrisme des théories. Et donc, c'est comme le premier moment, c'est le premier pas que nous avons fait vers une construction théorique. Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Pourquoi ce qui a été dit a été dit? Comment ça a été dit? Qui l'a dit? Alors là, vous comprenez qu'en répondant à ces questions-là, on s'aperçoit que la science a été faite en dehors des femmes, la science a été faite pour le groupe dominant. Simone de Beauvoir disait « le », elle n'a pas été pensée pour l'autre. On a réalisé à quel point il y avait une univocité des regards et on s'est posé la question « comment briser cette univocité-là » Alors pour moi, je dirais que je ne parle pas de la théorie, je parle d'espace théorique. J'espace à parler en termes de mode pluriel d'interprétation, d'outils conceptuels duquel je peux questionner, appréhender ou tenter de comprendre un phénomène ou une situation donnée. Et aussi, ce qui est fondamental pour moi, c'est comment je vais entrevoir les stratégies pour remédier à la situation sur laquelle je pense. Pour moi, théorie et action ne doivent jamais être dissociées. Et pour moi, la théorie féministe ne fait de sens que si elle porte un projet de transformation sociale. C'est pour ça, en fait, qu'effectivement, on est questionné très souvent sur l'objectivité, la neutralité ou la scientificité de nos théories, mais il n'en demeure pas moins que, pour moi, c'est un outil. Je parle souvent à mes étudiantes, non pas de théorie singulier, mais de coffre à outils féministes. Et j'aime bien, en ce sens-là, leur parler de la notion de bricolage. Le bricolage, pour moi, c'est une nécessité. C'est-à-dire, ça me permet de ne pas m'enfermer dans une vision homogénéisante de la réalité que j'observe. Moi, je pense que toute théorie nous permet d'expliquer un phénomène, mais elle en cache certains aspects. Pour répondre plus directement à ta question, si je suis sociologue, je ne répondrai jamais très rapidement à une question. Toutes les théories féministes doivent en quelque part être retenues
comme des modes possibles de réponse à une observation. Et dans une certaine mesure, pour moi, la théorie de la division sociale, ce qu'elle a apporté, c'est un apport considérable. Je dirais que c'est une rupture de paradigme totale. La théorie de la division sociale nous a apporté la possibilité de penser non plus en termes de complémentarité dans les rapports hommes-femmes, mais en termes de division et de hiérarchie ou de rapport de pouvoir. Qu'est-ce que c'est pour moi la division sociale? C'est se rendre compte que tout ce qui construit la division et la hiérarchie est un construit social qui est basé sur la domination d'un groupe par rapport à l'autre. Alors, je reviens à ta question. Quelles sont les théories qui expliquent le mieux? Aucune ne les explique en totalité. Dans ce que j'ai appelé le féminisme égalitariste, on avait besoin de cette première approche théorique parce que, dans le fond, comme je le répète, on n'avait jamais considéré qu'on pouvait penser autrement les rapports hommes-femmes. Donc, même le féminisme égalitariste, ne serait-ce qu'en réclamant il y a 100 ans le droit de vote, etc., a été un féminisme libérateur. Mais maintenant, on va dire il est trop réformiste, il est trop conformiste, etc., etc. Mais on en a encore besoin. On a encore besoin de lutter pour l'accès à des salaires égaux, pour un travail égal. On a encore besoin que les femmes accèdent à des positions pour pouvoir entraîner avec elles des femmes. On a encore besoin de modèles. Après ça, tu as le féminisme radical. Alors là, le féminisme radical va se battre ou va théoriser pour l'abolition des rapports de sexe. C'est un féministe qui regarde effectivement le monde fonctionner à partir du point de vue des femmes. Donc, tu vas avoir un féministe socialiste qui va dire le problème réside dans l'appropriation du travail des femmes. Tu vas avoir un féministe matérialiste qui va dire non seulement l'appropriation du travail des femmes, mais l'appropriation du corps des femmes. Tu vas avoir un féministe que j'ai appelé, moi, autonomiste, là, ou woman-centered, qui va dire, non, c'est l'appropriation de la capacité d'enfantement des femmes qui est à l'origine. Donc, si je comprends bien, le féminisme égalitariste, la source d'inégalité viendrait d'une inégalité des chances? Absolument, l'inégalité des chances, alors que pour les radicales, c'est dans la différence, la construction de la différence. Okay. Mais après ça, tu as aussi les essentialistes qui vont reconnaître cette même division sexuelle, sociale des sexes, mais qui vont tenter, non pas de la théoriser, elles ne la théoriseront pas comme telle, mais elles vont voir dans la reconstruction du féminin, dans la revalorisation du féminin, du langage féminin, du discours féminin, elles vont y voir une voie de libération. Alors, dans une certaine mesure, c'est pas nécessairement une théorie de la division sociale, mais c'est comme on part de l'idée de la division sociale pour un petit peu prendre la route à côté en disant, ben si on ne peut pas être dans le club, on va construire un autre club, le nôtre. Et donc, mais au fil des ans, moi je pense que la division sociale des sexes demeure un enjeu majeur des rapports sociaux dans leur ensemble. Mais au fil des ans, on s'est aperçu de deux choses. On s'est aperçu d'abord que penser que toutes les féministes vont penser de la même façon, là, c'était une utopie. Et puis tout d'un coup, on demandait à des femmes de penser toutes pareilles, alors que, je dis toujours, les hommes ont construit au moins 2500 églises pour parler de leur Dieu. Alors, on n'a pas besoin de tous être d'accord. Mais il y a quand même des convergences. D'une part, on s'est aperçu, quand je parlais d'une théorie qui cache un autre point, on s'est rapidement aperçu qu'il n'était pas suffisant de partir du seul point de vue des rapports de sexe. Je ne dis pas pour parler de tout le monde, mais même juste pour parler des femmes. Que dans le fond, il fallait, et là je vais tomber dans ce que moi j'ai appelé le féminisme solidaire, mais le féminisme solidaire, si vous voulez, je pense qu'il faut remettre là-dedans le féminisme matérialiste, le féminisme décolonial, le black feminism, qui vont nous renvoyer, cette fois-là, à l'imbrication des rapports sociaux. Collins, par exemple, va parler de la matrice des oppressions. Kergoat va nous parler de consubstantialité. Les décoloniales vont nous parler d'imbrication. Mais en quelque part, on parle toutes à peu près de la même chose. C'est pour ça que je vous dis que pour moi,
C'est la boîte à outils qui est nécessaire et pas dire je suis ci, je suis ça. C'est la boîte à outils qui s'avère nécessaire. Toutes ces théories-là nous amènent à penser que les rapports sociaux de division et d'hierarchie, on peut nommer les 4 premiers, puis après ça, on peut les surmultiplier. Mais si on parle à sexe, classe, race et nord-sud, colonialisme, je pense qu'on couvre, si vous voulez, les grands champs de la réorganisation des inégalités sociales. Après ça, naturellement, il y a l'âge, il y a le capacitisme, il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Mais avec ces 4 grandes matrices, 4 grands phénomènes, je pense qu'on a une idée assez juste de ce qui se passe. Et je vous dirais que historiquement, ça a toujours été comme ça. Mais dans une certaine mesure, il y a 60 ou 70 ans, quand les femmes d'Occident, du Nord surtout, n'avaient pas fait les gains qu'elles ont réalisés depuis ce temps-là, les inégalités entre femmes apparaissaient beaucoup moins clairement. Mais maintenant, les avancées entre les femmes ont créé souvent des clivages quasi aussi importants entre les femmes et d'autres femmes qu'il existe entre les femmes et les hommes. Donc, le problème, pour moi, en tant que féministe, matérialiste, le problème est comment garder la lumière sur le rapport de sexe, comment continuer d'envisager qu'il écoute différent dans le temps, dans l'espace, etc., qu'il existe partout sur la Terre un patriarcat, et que ce patriarcat-là, selon son interconnexion avec les autres rapports sociaux de division et d'hierarchie, ne construit pas les mêmes expériences, ne construit pas les mêmes positions sociales. Et donc, ce que me permet maintenant la matrice des oppressions, ou l'analyse, la consubstantialité ou de l'intersectionnalité, pour moi, ce sont tous des termes que je ne mets pas nécessairement en opposition, mais que j'essaie de faire converger dans la meilleure compréhension possible de comment se construisent, d'une part, je maintiens les inégalités entre les hommes et les femmes, et d'autre part, comment se construisent aussi les inégalités entre les femmes elles-mêmes. Donc, pour moi, c'est ça un peu, si vous voulez, en ce moment, mon bricolage théorique. Pas une théorie en particulier, bien que j'aime bien m'associer à ce que j'ai appelé le féminisme solidaire, mais pour une bonne et simple raison, c'est que j'ai mis dans le féminisme solidaire à peu près 4 ou 5 tendances théoriques qu'on pourrait distinguer dans une certaine mesure. Est-ce que c'est possible aussi qu'on ne peut pas les dissocier à 100%, puisque sans réaliser l'inégalité entre les hommes et les femmes, on n'aurait pas pu passer à la prochaine étape de définir les inégalités entre les différentes femmes de différents milieux? J'espère qu'on n'a pas besoin de les distinguer à ce point. Je pense que ce sont des lunettes, ce sont des modèles d'interprétation pour qu'on essaie de comprendre la dynamique des rapports sociaux existants. Et en ce sens-là, ce qui devient beaucoup plus important pour moi, c'est pas tellement de marquer les différences. Je refuse même de parler en dehors d'un continuum, mais c'est de marquer les convergences et de voir comment, que ce soit les théories féministes ou que ce soit en sciences biologiques, des théories, ça se construit les unes sur les autres. Et donc, pour moi, ces prétendues ruptures, ou ce que certaines féministes, surtout américaines, qui s'appelaient de la third wave, voulaient introduire, c'est-à-dire vraiment une séparation en 2 générations de féminisme, pour moi, c'est un faux débat. Chaque génération est déjà rendue plus loin par rapport à ce que la génération précédente avait, les événements ou les situations contre lesquelles la génération précédente avait lutté. Et donc, c'est évident que la réalité des jeunes femmes que vous êtes n'est pas ma réalité. Mais votre réalité est construite sur nos trajectoires. Elle est construite sur nos luttes. Pour moi, il y a une aberration à essayer d'opposer, en tout cas en termes générationnels, des théories. On peut, par ailleurs, opposer des théories dans leur façon, comme tu disais tout à l'heure, d'interpréter, par exemple, les stratégies pour arriver. Donc, si je comprends bien juste ce que vous venez de dire par rapport au thème d'unité et en termes de plusieurs sortes de féministes, et aussi, vous avez donné l'exemple, on va dire, du colonialisme ou d'antiracisme. Donc,
est-ce que vous expliquez que le patriarcat ou le sexisme peut se manifester de différentes manières, dépendamment des circonstances? Absolument. Je ne pense pas que le patriarcat, prenons quelque chose de facile, le patriarcat québécois peut se comparer au patriarcat qui est appliqué en Arabie saoudite, par exemple, pour prendre un exemple qui n'est pas trop problématique. Je veux dire, on est dans une évolution et c'est certain que des révolutions qui sont amorcées depuis le 18e siècle dans certains pays et des révolutions qui commencent à peine à s'amorcer, on n'est pas dans la même situation. Et donc, quand je parle d'imbrication des rapports sociaux, je vois 4 grands cercles. 4 grands cercles qui sont réunis les uns aux autres dans une interconnectivité, mais 4 grands cercles qui, au centre, si tu veux, se réunissent aussi. Alors, dépendant où tu te trouves dans ce cercle-là, c'est pas une matrice dans mon cas, c'est un cercle, dépendant où tu te trouves, dans quelle case tu te trouves. Comme par exemple, si tu as une articulation patriarcat, capitaliste, par exemple, on va tout de suite penser à l'échelle salariale. On va penser à l'assignation des femmes dans des métiers très particuliers. Si on regarde plus loin que notre société, on va penser à l'exploitation du travail des femmes dans le care, par exemple. On va penser à l'exploitation des femmes comme main-d'œuvre sous-pays, par exemple. Pensez à ce qui se passe dans certains pays d'Asie, par exemple. On a vu des images qui sont bouleversantes à ce sujet-là. Mais après ça, si à côté de ça, je fais patriarcat et racisme, je vais avoir toute une autre observation, toute une autre interconnectivité, toute une autre articulation. Alors, naturellement, plus j'inscris des systèmes dans ma dynamique, c'est sûr que on n'aime pas parler des femmes doublement, triplement. C'est pas la bonne façon de parler de ce genre de situation-là, de parler doublement, triplement discipliné. Non, il n'y a pas un système. Le capitaliste, les marxistes ont voulu l'imposer. Il n'y a pas un système qui en tout temps domine de la même façon. Il n'y a pas un système qui en tout temps est le dominant. Dépendant de l'articulation. Si vous êtes dans une société où vous mourrez de faim, le féminisme, pour le moment, ce n'est pas votre problème premier. Votre problème premier, c'est la survivance. Et donc, à ce moment-là, votre lutte risque bien davantage d'être contre le néolibéralisme ou d'être contre le colonialisme ou d'être contre le système des maquiladora qu'il n'est de lutter pour que votre situation de femme s'améliore. Je veux dire, on l'a vu dans combien de révolutions, les femmes ont accepté la violence, les femmes ont accepté d'être secondarisées pour une autre lutte. Alors, Hésician disait quelque chose d'intéressant. Elle disait, les femmes sont sérielles. Les femmes ne sont pas toujours juste femmes. À un moment donné, elles sont moins femmes et elles sont plus nationalistes. À un autre moment donné, elles sont moins femmes et plus anticapitalistes. Alors, c'est une articulation. Et le choix du féminisme comme voie d'entrée, comme moi je l'ai fait dans ma carrière, c'est un choix politique. C'est uniquement un choix qui te dit par où tu vas rentrer pour analyser une société donnée. Et ce qu'on sait maintenant, c'est que ça ne peut plus être la seule porte d'entrée pour considérer la situation entre les hommes et les femmes et entre les femmes elles-mêmes. Donc, c'est être conscient d'un ensemble d'inégalités et de les peser l'un par rapport à l'autre et voir comment, par rapport à ceux-ci, on peut améliorer la condition de la femme selon la situation présente. Oui, je dirais améliorer la condition des femmes et pas la femme, là, parce que dans une certaine mesure, c'est toujours une question d'une dimension sociale qui est très importante. Mais en ce moment, peut-être qu'un de nos problèmes, c'est qu'on veut essayer avec la notion d'intersectionnalité, on est tellement conscient de l'existence de cette intersectionnalité-là dans la construction des expériences et dans la construction de nos situations et de nos positions sociales qu'on hésite, si tu veux, à ce que j'ai appelé à prendre une porte d'entrée. Mais pour moi aussi, en tant que féministe de longue date,
ce qui m'apparaît très important en ce moment, c'est que la lutte des femmes ne soit pas secondarisée par rapport à une lutte anticapitaliste ou antiraciste, mais qu'elle soit comprise comme partie prenante. Je ne me rappelle plus quel grand organisme mondial le disait, mais je veux dire, il n'y aura pas de libération de quelque sorte tant et aussi longtemps que les femmes n'auront pas l'égalité. Donc, c'est très intéressant ce que vous dites. Vous parlez de à quel point, à quel point le féminisme, ou plutôt le sexisme, est partout dans le monde, même s'il se manifeste de différentes manières, ou à quel point c'est tellement un point évident dans notre société que vous avez décidé finalement de consacrer votre vie à ça. Mais il y a certaines personnes encore aujourd'hui, qui ne voient pas le problème du sexisme, puis ils arrivent juste pas à s'en rendre compte ou même à le reconnaître. Et donc, pourquoi est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est encore si difficile pour le monde de reconnaître ou d'aborder les inégalités des sexes ou des genres? Déconstruire, c'est difficile. C'est très difficile de déconstruire. Et moi, c'est pour ça que MeToo, mais surtout le féminisme 2.0, comme je l'appelle, alors que je l'ai regardé avec une certaine méfiance pendant les premiers balbutiements, je trouve que ce féminisme-là va nous permettre d'aller beaucoup plus loin. Parce que ils ont fait prendre à des millions de personnes à travers l'humanité la violence des rapports hommes-femmes. Et dans le fond, peut-être, et c'est ce que j'espère, qu'elle va faire prendre confiance aux femmes qui elles-mêmes sont des victimes de cette violence-là, qu'elles ne sont pas responsables de cette violence-là, mais que celle-ci est un moyen de contrôle social sur elles. Je pense que vous venez de répondre à ma prochaine question, qui était un peu de comment la théorie peut nous aider à comprendre les injustices de tous les jours, mais dans le fond, c'est que la théorie aide à déconstruire les inégalités et faire réaliser qu'est-ce qu'on vit à tous les jours. La théorie nous met en face, d'une part, de ce que les autres ont pensé de nous, de ce que les autres ont pensé des rapports de sexe, que les autres ont pensé de l'organisation du monde. Ça, c'est la première chose à laquelle on a eu à faire face quand on a commencé à lire des auteurs. La théorie nous a mis en face du vide dans lequel nous étions. On était dans un vacuum, un lieu de non-savoir. Je veux dire, c'est à peine 40 ans que des recherches en médecine ont commencé à travailler sur la ménopause. Je veux dire, les femmes, des comptoirs de cuisine étaient construits avec des grandeurs moyennes d'hommes. Alors, je veux dire, la théorie, je répète, pour moi, la théorie, c'est une façon, c'est une lunette pour voir les choses, le pourquoi et le comment, mais c'est aussi une lunette qui nous suggère des voies de réponse pour modifier, corriger, transformer la situation auquel on s'adresse. Mais il n'y a aucune théorie qui nous donne une réponse complète. Donc, merci pour cette bonne réponse. Je me demande si... Bon, vous avez parlé de plusieurs livres qui vous ont influencé, notamment Betty Friedan, Betty Friedan, que vous avez mentionné au début. Avez-vous d'autres recommandations de livres, documentaires, de podcasts qui vous ont marqué ou qui vous ont permis de mieux comprendre le féminisme à travers la théorie, bien sûr? J'aimerais dire, et je l'ai répété souvent, que j'étais devenue féministe à la lecture de Simone de Beauvoir, que sa lecture m'avait révélé des choses, mais c'est pas la réalité. En fait, ce n'est que dans les années, si tu veux, 70, que j'ai pris conscience d'abord d'un premier livre qui s'appelle La femme mystifiée de Betty Friedan, et qui, dans une certaine mesure, mettait la main sur le malaise que moi je ressentais comme jeune mère de famille. C'est-à-dire jeune fille, assez ouverte sur le monde, mais qui se sentant complètement, j'aime bien l'expression, engainée dans les attentes qui m'étaient adressées. À part de Betty Friedan, je dirais que les livres, par exemple, de Benoît de Croux, à l'époque, nous ont mis face à la misogynie ambiante. On ne parlait pas encore de patriarcat, on ne parlait pas encore de rapport de sexe, on ne parlait pas encore de division sexuelle du travail, mais on parlait, si tu veux, d'une misogynie de la société et d'une mise à l'écart des femmes. Il y a aussi Bellotti,
du côté des petites filles dans les années 73 qui m'a fortement impressionnée et qui m'a amenée à réaliser le poids de la socialisation dans la construction de ce qui était une femme et un homme. Il y avait des auteurs américaines qui l'avaient fait, mais bon, je n'avais pas pris contact avec ces livres-là. C'est vraiment du côté des petites filles de Bellotti qui a été un livre, là, pour moi, charnière, et qui, je pense, m'a amené à travailler plus tard sur la reproduction sociale des sexes. Peut-être un autre livre qu'il faudrait mentionner là-dessus, parce que je pense que c'est intéressant de faire les filiations, de faire la généalogie de la pensée féministe. Et peut-être aussi pour démystifier l'idée que les universitaires, on aurait tout construit de cette pensée-là, alors que cette pensée-là, elle a été beaucoup prise chez des auteurs, sur le terrain, et en conséquence. Par contre, là, ce que je vais dire vient de me contredire immédiatement, parce que c'est en lisant Kate Millett et La politique du mal, en 1971, je crois, que j'ai été introduite à la notion de patriarcat, une notion qui ne me quittera jamais et que je continue, si vous voulez, à travailler, à déconstruire, parce que je pense que c'est bien important de réaliser que cette division sociale, que cette division sexuelle, ça fait système, et la notion de patriarcat nous permet de l'appréhender. En fait, je vais arrêter cette longue énumération-là. J'aimerais quand même souligner deux grandes autres influences. La première, c'est des livres qui me mettent en face de la situation vie au Québec. Et c'est des livres qui ont été perdus dans le temps, mais qui sont importants à considérer. Il y en a un qui est de Mona José Gagnon, qui s'appelait Les femmes vues par le Québec des hommes. Celle-là, ce livre-là m'a mis sur la piste de penser la reproduction sociale en termes de reproduction de modèles culturels. Et un autre livre aussi très intéressant, c'est un livre de Michel Jean, qui est plutôt une collection de textes. Ça s'appelait Québécoise au 20e siècle. Et c'est dans ce livre-là que j'ai lu toutes les inepties misogynes et androcentriques de notre élite québécoise. Et je pense que c'est à travers ce livre-là que mon sentiment d'indignation. Avant ça, j'étais frustrée. Avant ça, j'étais sociologiquement intéressée à essayer de comprendre. Mais c'est à travers des écrits de ces patriarches misogynes là, que j'ai vraiment développé mon sentiment d'indignation. Terminer, une question que j'aime toujours poser, et surtout au début, vous avez parlé de comment la théorie doit être suivie d'action. Que souhaitez-vous pour la société lors des prochaines années? Bien, c'est évident qu'avec tout ce que je viens de vous raconter, ce que je souhaite, ce n'est pas l'abolition des clivages ou de la division, mais c'est une réduction des clivages et des tensions entre les différents groupes sociaux. Je souhaite vraiment que les femmes, on arrive à se parler. On a parlé tantôt qu'on est des construits sociaux, c'est sûr, mais on a développé quand même des qualités qui sont construites dans la domination, je le conçois, mais qui sont de très belle qualité, comme par exemple l'éthique de la sollicitude. J'aimerais bien qu'on mette en action cette éthique de la sollicitude pour se parler entre groupes de femmes, entre couples de femmes divisées, entre couples de femmes clivées, et qu'on essaie non pas d'arriver à des points communs ou à des consensus, mais à des possibilités de dialogue. Et ça, c'est très, très important. Et c'est très important aussi d'arriver à tenir ce discours-là de manière à ce que on puisse aussi poursuivre la lutte féministe comme lutte pour la libération, l'autonomisation et l'égalité pour toutes les femmes. Parce que tant et aussi longtemps qu'on n'arrive pas, je ne dis pas à ne pas se garder des positions distinctes, mais tant et aussi longtemps qu'on a de la difficulté à maintenir le dialogue, c'est évident qu'on est moins efficace dans les actions qu'on entreprend, qu'on a l'impression qu'on fonctionne de façon partielle et partiale. Mais bon, écoutez, moi, je suis malgré tout très optimiste. Je suis de la génération de celles
à quelques années près, se serait mariée sous une loi qui me considérait comme une aliénée selon la loi. Alors, je dois vous avouer que si je regarde ces 50 années derrière moi, les progrès sont tellement incommensurables que la leçon que j'en tire, c'est quoi faire? Continuer à militer. Continuer, croire en la valeur du militantisme, ou les anglophones diront de l'activisme. Croire donc dans une volonté de changement que nous sommes capables, du moment qu'on se regroupe, qu'on est capable d'obtenir des changements dans la société. Pour moi, c'est ça qui est probablement le plus important. C'est-à-dire arriver à maintenir des luttes collectives. C'est super intéressant, je pense, parce que c'est exactement ça que notre société a besoin en ce moment. C'est seulement de l'écoute et le temps de comprendre l'autre et la conscience qu'on ne connaît pas et on ne sait pas tout et qu'on n'a pas de vérité universelle. Absolument, absolument. Et puis que... Oui, c'est ça. Puis c'est aussi le travail collectif, mais aussi le travail individuel. Donc, comme vous avez parlé de son propre jugement, puis des fois, on ne se rend pas compte des jugements qu'on tient, des jugements inconscients. Donc, ce serait aussi un travail individuel, le devoir de chacun d'essayer de déconstruire sa propre vision, d'essayer de déconstruire et de se poser des questions. OK, pourquoi est-ce que je pense ça? Pourquoi est-ce que ça a été mon réflexe envers cette personne? Donc, c'est les deux mariés ensemble qui vont réussir vraiment à faire un grand changement. Bien, tu sais, l'action collective, hein, c'est un grand rassemblement d'actions individuelles. Et que pour arriver à l'action individuelle, il faut l'avoir fait, le chemin dont tu parles. Il faut avoir commencé, en tout cas, à parcourir ce chemin-là, suffisamment, en tout cas, pour se questionner sur la nécessité ou le besoin d'entreprendre une action collective. Alors, pour moi, j'ai toujours tendance quand même à opposer un petit peu individuel à collectif, parce que c'est sûr que quand tu le formules comme travail sur soi, je suis absolument d'accord avec ça. Mais il ne faut pas penser que changer des choses dans son ménage ou dans son entourage va être suffisant pour modifier des choses. Il faut avoir plusieurs ménages, plusieurs entourages pour que cette action-là puisse évidemment porter son fruit. Et donc, c'est pour ça que dans les stratégies, quel que soit le courant de pensée, je pense qu'on a besoin d'action collective. Et je pense que, et plusieurs auteurs l'ont dit, dont notamment Judith Butler, ou plus près de nous au Québec, Micheline de Sèvres, dans un excellent texte, on a besoin de se rejoindre dans des alliances. C'est pour ça que pour moi, le féminisme solidaire, c'est si important. C'est-à-dire qu'il faut se rejoindre à des moments donnés. On n'a pas besoin d'être d'accord sur tout pour poser ou porter une action à l'avant-scène. Et donc, je pense que quand tu disais tout à l'heure les dialogues, Laurence, ben c'est ça. Je pense qu'il faut suffisamment entrevoir des dialogues pour qu'à des moments donnés, on arrive à se rejoindre. Eh bien, merci beaucoup, Madame Descaries. C'était très intéressant. Et oui, j'aurais espéré qu'on aurait pu le faire en personne. Mais merci énormément pour votre temps et peut-être à la prochaine.